Bonjour et bienvenue dans ce débat depuis le Parlement européen de Strasbourg. On va consacrer la totalité de ce débat aux suites, bien sûr, du Brexit, en compagnie de 3 députés européens. Bonjour à vous, merci d'être là. Je sais que vous avez tous des obligations. Merci d'être là pour parler de tout ça. Emmanuel Morel, vous êtes député socialiste et démocrate. Yannick Jadot, député vert, Alliance Libre Europe. Et Patrick Le Yarrick, gauche unitaire européenne, gauche verte nordique. Alors, bon, disons-le tout de suite, on a encore assisté au débat qui a eu lieu ce matin au Parlement européen, mais on assiste depuis une dizaine de jours, depuis le résultat du référendum, à un flot d'analyses tous azimuts qui ne facilite pas forcément d'ailleurs la compréhension de la situation. Je voudrais simplement revenir un tout petit peu en arrière avec vous sur ce point des causes, des raisons de ce vote des Britanniques, puisque c'est quand même essentiel dans le débat. Qu'est-ce que les électeurs ont voulu dire? Un référendum, c'est un vote binaire, c'est oui-non, on ne sait pas très bien ce que les gens veulent exprimer. Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire selon vous? Qu'est-ce que vous retenez de ce vote? Emmanuel Morel, peut-être commencer là-dessus. Par définition, à l'occasion d'un référendum, c'est difficile de savoir si les électeurs ont voulu tous dire la même chose. Bien sûr. Et en l'occurrence, ils n'ont pas tous dit la même chose. Ce qu'on constate, c'est très intéressant, c'est que contrairement à ce qu'on dit, il n'y a pas de spécificité du vote anglais. Il rejoint les votes français, néerlandais au moins sur un point, c'est que on constate une spectaculaire fracture territoriale. En gros, les métropoles ont voté pour rester, les zones périurbaines et périphériques ont voté pour partir. Il y a un vote de classe, spectaculaire là aussi, mais c'était le cas déjà en France en 2005, c'est-à-dire que les ouvriers, les employés ont plutôt voté pour partir, sauf en Écosse, mais là c'est un cas très spécifique, et alors que les classes supérieures, les classes moyennes aisées ont voté pour rester. Et en gros, ce qui se joue, comme dans les autres pays européens, c'est un rapport à la mondialisation et savoir si l'Europe les protège ou pas. Et manifestement, alors la mondialisation, entendue au sens économique, mais aussi migratoire, démographique, c'est pour ça que je dis que c'est difficile d'avoir, il n'y a pas une réponse univoque, Bien sûr. puisqu'il y a des gens qui ont voté le Brexit par xénophobie, surtout à la fin de la campagne. Il y a des gens qui ont voté pour le Brexit parce qu'ils trouvaient que l'Europe ne les protégeait pas. Bref, il y a plein de raisons, mais ce qui compte, c'est le résultat. Et comme vous le disiez, c'est très important de le rappeler, il y a une sorte de confusion là, depuis une semaine. On ne sait pas ce qu'ils vont rester, pas rester. Il y en a qui se mettent à rêver, on va faire revoter. Oui. La première chose qu'il faut dire, c'est qu'une fois que le peuple souverain s'est exprimé, même si ça nous déplaît, il faut que cette décision elle soit appliquée. Or, ce que je crains, c'est que là, on se livre à des espèces de marchandages, mais à commencer par la Grande-Bretagne, où le camp du Brexit est complètement délirant, mais tous les leaders démissionnent les uns après les autres, Les mousquetaires quittent sont le partis. navire, mais rien ne serait pire que de laisser à penser qu'en dépit d'un vote, on continue comme avant, business as usual. C'est un risque, pour l'instant, on n'est pas sorti de ce risque. J'espère qu'on aura la sagesse de sortir par le haut. Et en sortir par le haut, c'est respecter la décision des Britanniques et nous, Européens, d'en prendre compte. Yannick Jadot, sur cette question donc des causes de l'interprétation, en tous les cas, de ce vote, sachant que, vous le disiez il y a quelques instants, Emmanuel Morel, il y a plein de causes, mais en même temps, on ne va pas en retenir plein au bout du compte. Dans ce qui va être décisé par la suite, on va quand même donner une image relativement homogène de ce qu'on estime être le message qu'ont donné les électeurs dans ce vote. Okay. Moi, Emmanuel l'a dit, c'est vrai que particulièrement dans un référendum, les raisons des votes sont parfois assez floues. Alors oui, c'est un vote, en tout cas le vote majoritaire de sortie est plutôt un vote populaire. Mais attention, ça dépend aussi quel type de milieu populaire ou de milieu qui a le sentiment, la peur du déclassement, comme on dit souvent. Les jeunes, au fond, quel que soit leur milieu, ont voté majoritairement pour rester. Les minorités, et notamment les migrants ou issus de l'immigration, ont plutôt voté pour rester. Les Écossais, les Nord-Irlandais ont voté pour rester. Bien sûr, ce qui est pas Donc rien. à la fois, il y a effectivement ce débat autour de la mondialisation. Au fond, on voit à quel point la mondialisation libérale aujourd'hui, parce que justement elle nous fait perdre tous les repères, à la fois les repères de souveraineté nationale qui ont explosé, mais aussi les repères simplement qui décident dans une entreprise, qui décident. Évidemment la question démographique, la question des migrations et tout ça. Donc il y a effectivement quelque chose qui relève de la perte de repères et au fond tous ceux qui parlent aux tripes de nos concitoyens
en affichant c'était tellement mieux avant, quand nous étions une grande puissance blanche, chrétienne, patriarcale, hétérosexuelle, tout ça, au fond ça allait tellement mieux que c'est à ça qu'il faut revenir. Donc tout cela ont un boulevard. Mais en même temps, je crois que dans le débat européen, l'Europe est un peu, au fond, conjugue deux dérives terribles, à la fois la mondialisation libérale et l'Europe, parce qu'aujourd'hui, politiquement, ces majorités politiques ont choisi d'en faire un vecteur de la mondialisation libérale plutôt qu'un vecteur de la régulation publique de la mondialisation. Ça, c'est l'aspect mondialisation. Et puis l'aspect impuissance politique. Au fond, une bonne partie, je crois, du vote britannique, c'est aussi contre les politiques qui sont menées par Cameron. Alors pour le coup, à la différence de l'Espagne, de l'Italie ou de la Grèce, ils ne peuvent pas dire que c'est les règles de la zone euro. Ils ne peuvent pas dire que c'est Schengen et tout ça. Mais au fond, il y a cette idée que les politiques n'arrivent plus ou ont renoncé à résoudre les problèmes d'inégalité, de chômage, de discrimination, de dégradation environnementale. Et dans ce vote-là, je crois qu'il y a un vote du rejet de la politique qui tombe sur l'Europe, parce qu'au fond, Cameron n'aurait jamais osé faire, puisque leur scrutin pour les législatives est totalement verrouillé, il n'oserait jamais faire un référendum pour ou contre les gouvernements qui dirigent la Grande-Bretagne depuis des années. Quelle est votre analyse là-dessus, Patrick Le Yarrick, sachant que par ailleurs, et on l'a dit, on l'a vu, on l'a analysé, notamment les derniers jours, les dernières semaines de campagne électorale, on ne va pas revenir là-dessus, mais ont quand même été marqués par des ambiances assez délétères qui sont exprimées à ce moment-là sur les motifs justement, sur les raisons du vote. Comment vous voyez, comment vous l'interprétez, vous, ce vote de votre côté ? D'abord, il y a une histoire à ça. En vérité, Cameron fait ce référendum soi-disant pour se conforter lui-même, mais il fait ce référendum sur une base anti-construction européenne, puisqu'il est même à Bruxelles où il dit moi je n'aime pas Bruxelles, j'aime bien être à Londres, je n'aime pas Bruxelles. Et il négocie de nouvelles exemptions, etc. Donc sa ligne générale est quand même une ligne conservatrice, mais contre l'Union européenne. Et ceux qui sont présentés comme ses adversaires, c'est-à-dire à sa droite, c'est aussi une ligne de préservation des intérêts financiers avec une accentuation du rejet de l'autre, etc. En mettant le débat des réfugiés, par exemple, alors que la Grande-Bretagne n'est pas dans la discussion de la répartition des quotas européens, des réfugiés syriens notamment. Donc c'est l'étranger européen comme eux. D'ailleurs, la manière dont sont traités les Polonais là, à Londres est une indication un peu inquiétante. Donc, sur la dernière phase, moi j'ai regardé deux débats. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il y avait très peu de discussions sur la question sociale, sur la question économique. Tout tournait autour des réfugiés. Et même des débats qui faisaient avec du public, avec les citoyens, tout tournait. Qui allait, en vérité, expulser le plus de réfugiés ou en inviter le moins possible. Donc ça, c'est très mauvais. Mais sur un fond de mal-vie quand même, dans des zones industrielles, dans des zones qui se désindustrialisent, dans des quartiers populaires où ils ont les mêmes difficultés qu'ailleurs. C'est sur ce fond-là, et donc il faut méditer ça profondément, sur ce fond-là monte la xénophobie, le racisme, le rejet de l'autre, c'est-à-dire le responsable de son sort si on est au chômage ou de sa précarité si on est précaire n'est plus les décisions politiques qui sont prises, mais est l'autre. Or, celui qui fait les jobs à 1 euro, c'est Cameron, c'est personne d'autre. Alors, si ce qu'on dit là, et vous dites tous à peu près la même chose, est vrai, Emmanuel Morel, est-ce que ça ne veut pas dire tout de même que pour les futures élections qui vont se dérouler dans les pays européens, je pense notamment à la France, ce type de logique-là, pour l'instant, est le même, est en route? Qu'est-ce qu'on a à craindre finalement? Parce que les mécanismes qu'on est en train de décrire là, on voit les résultats qu'ils donnent, quoi, tout simplement. Et d'abord, encore une fois, même si
il y a une position singulière du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. Les problématiques sont à peu près les mêmes dans tous les pays. D'ailleurs, la crise politique qu'il y a actuellement en Grande-Bretagne, quand vous regardez ce qui se passe en Espagne, en France, en Autriche, elle est là partout. Il y a une crise des États membres de l'Union européenne qui est liée en partie à ce que disait Yannick, ce rapport à la mondialisation libérale et l'incapacité de l'Europe à offrir une réponse. Mais c'est la mondialisation libérale dans tous ses aspects, parce que évidemment nous, comme on est des gens de gauche, c'est la question des protections, la question de la répartition des richesses, mais la mondialisation libérale, c'est aussi la circulation des travailleurs, la question migratoire. Or le problème, c'est que sur cette question spécifique, c'est pour ça que ça s'est invité dans le référendum britannique, comme il n'y a pas de réponse claire de l'Union européenne, parce qu'il y aurait, d'ailleurs la Commission avait esquissé une réponse claire qui était de dire, voilà, on est confronté à un phénomène séculaire, c'est l'accélération des migrations. Il y a 1 million de personnes qui veulent rentrer en Europe, on est 500 millions, on estime que si on se met autour de la table et qu'on a le courage de caractériser la situation, de répartir les migrants, de les accueillir dignement, de mettre le paquet. Moi je pense que s'il y avait eu un discours très clair, ça aurait rassuré les gens. Mais ce qui s'est passé, c'est pas du tout ça, c'est qu'on a sombré dans la confusion, il y a un certain nombre d'États membres qui en sont revenus à... La débandade, quoi. Oui, et même pire que ça. Ils ont commencé à construire des murs, des barbelés, donc ça crée un climat d'angoisse. Et comme le disait très justement Patrick, ça nourrit après l'extrême droite. Je ne préfère pas qu'on parle de populisme, parce que ça m'agace. De populisme, on met tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, ça va être une de nos difficultés pour ceux qui sont progressistes ici, c'est que la priorité n'est pas tant le combat contre les populistes que contre les causes qui font prospérer les populistes. Ce qui m'inquiète quand j'entends le discours de ce matin, les discours de ce matin, la Commission, les différents dirigeants, c'est qu'on a l'impression que ce débat-là n'est pas d'actualité. Alors même que ce qui donne du carburant au populisme en Europe, c'est une union qui est incapable de répondre aux vrais problèmes des gens et qui en plus ne le fait jamais clairement. Donc c'est un enjeu très important, mais là vous avez raison, prenons le cas de la France, si à un moment la gauche n'est pas vigilante, on risque d'avoir un débat qui va tourner exclusivement autour des questions d'identité, or c'est pas ça qu'on a envie de mettre en avant à l'occasion de ces élections. D'autant, je poursuis ce que vous êtes en train de dire, d'autant qu'on l'a vu aussi à l'occasion de la campagne sur le Brexit, du côté gauche au Royaume-Uni, le camp du non était hésitant, éclaté. Le camp du oui. Le camp du oui, pardon, était hésitant, éclaté, et c'était pas non plus, on n'a pas donné non plus des gages de ce que vous dites de certitude, d'ancrage. Je trouve que c'est un peu injuste pour Corbyn et le Labour, parce qu'en réalité, ils ont fait une campagne relativement courageuse. C'était difficile parce qu'il fallait qu'à la fois ils soutiennent, qu'ils soient dans le même camp que Cameron, qui est responsable en grande partie de la précarité qui règne en Grande-Bretagne, tout en essayant de convaincre leurs propres électeurs qu'il fallait rester dans l'Union parce que potentiellement ça pouvait améliorer le droit des travailleurs. Donc moi je ne serais pas aussi sévère que certains avec la campagne du Labour. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. La réalité c'est qu'en face, il y avait quand même une force de frappe autour de Boris Johnson et Farage qui était là, mais en grande partie par la faute de Cameron, qui a passé quand même 15 ans à expliquer que l'Europe, ça n'allait pas. Et d'ailleurs, je discutais avec un ministre là, avant-hier, il me disait que David Cameron, quand il était au Conseil européen, ne disait jamais Europe, il disait single market, c'est-à-dire marché. L'Europe réduite. Pour eux, de toute façon, l'Europe, c'est un grand marché, c'est rien d'autre que ça. Il ne faut pas qu'ils s'étonnent après que les gens n'en aient pas envie. Yannick Jadot, alors on va revenir donc plus directement dans l'actualité sur les conséquences du Brexit. Il y a les conséquences qui sont techniques, on va en dire un mot quand même, et les conséquences politiques, mais d'abord quand même, on a entendu différents types de réactions, mais est-ce que vous considérez, vous, les uns les autres, que le Brexit c'est une bonne ou une mauvaise chose pour l'Europe? Parce que ce débat existe encore aujourd'hui. Comment vous voyez les choses? Soyons clairs par rapport à ça. Ce serait une opportunité, ça ne peut pas être une bonne chose que, au fond, l'Europe recule considérablement par le départ d'un de ses membres extrêmement importants. Le Royaume-Uni, c'est quand même un membre important, qui a toujours été dérogé à beaucoup de règles, mais c'est quand même un membre important, évidemment de l'Europe, mais évidemment de l'Union européenne. Donc, mais on aurait pu se dire c'est une opportunité. Si au fond Cameron était le seul dirigeant européen et la Grande-Bretagne le seul pays qui bloquait l'Europe sociale, qui bloquait l'Europe fiscale,
le dumping fiscal entre les États, qui bloquait une lutte très très forte contre le dérèglement climatique et pour la transition énergétique, une politique migratoire digne de ce nom et décente pour les personnes qu'on accueille. Le problème, c'est que Cameron est un peu aussi l'arbre qui cache la forêt, au fond. Est-ce que ça va générer un sursaut ? Il faut l'espérer, parce que s'il n'y a pas de sursaut, c'est la fin. Toute la difficulté qu'on a aujourd'hui, au fond, c'est qu'on a demandé aux Britanniques de choisir entre une Europe qui ne marche pas et sortir de l'Europe. L'Europe qui aujourd'hui, ce n'est pas l'Europe des pro-européens. Quand on dit l'Europe a totalement échoué sur les réfugiés, non, là on est dans l'Europe qui est l'Europe des extrêmes droites, où chaque pays fait exactement ce qu'il veut. Ça, c'est l'Europe des extrêmes droites. Sur la sidérurgie, on voit avec le dumping chinois les entreprises tomber. C'est l'Europe qui n'a pas de politique. C'est l'Europe qui n'a pas de politique industrielle. Ils ne sont pas foutus de se mettre d'accord vis-à-vis de la Chine. Donc au fond, sur beaucoup de sujets, c'est l'absence d'Europe qui rend l'Europe inefficace et au fond perçue comme inutile pour les citoyens, plutôt que l'inverse. Toute la difficulté à gauche, ça va être justement de dire le choix, ce n'est pas cette Europe qui ne marche pas, ou le fantasme du retour à des souverainetés nationales qu'on essaye de... Moi, ce qui m'inquiète aussi dans le débat, y compris à gauche en France aujourd'hui, c'est qu'au fond, on a l'impression qu'il y a beaucoup, y compris d'anciens responsables politiques, qui d'une certaine façon se refont la cerise sur l'Europe, en disant au fond, on a géré, et si on n'a pas réussi, vous voyez bien, le problème, il est bien européen. Non, je suis désolé, même sur des sujets forts, je veux dire, on a absolument besoin, et c'est là qu'on va voir ce que va faire Hollande. Je ne sais pas ce qu'il va faire Hollande finalement, s'il fera quelque chose avant la fin de son mandat sur l'Europe. Mais si on voit qu'on a une crise de solidarité en Europe, donc pour faire face à une crise de solidarité, il faut un investissement massif, à la fois pour relancer l'économie et pour nous redonner des marges de manœuvre pour être solidaires entre nous, entre nos régions, avec la Grèce, avec l'Allemagne sur la question des réfugiés, tout ça. On a une crise démocratique. Donc on sait à quel point aujourd'hui, si on ne modifie pas profondément le mode de fonctionnement, on sort de l'unanimité des 28 qui décident au Conseil. Il faut de la méthode communautaire à la majorité qualifiée. C'est comme ça qu'on avancera par exemple sur l'harmonisation fiscale. Si on n'arrive pas à faire des conventions citoyennes pour, au fond, réimpliquer les citoyens dans c'est quoi la souveraineté européenne, c'est quoi une souveraineté européenne qui débouche sur une constituante. Si on n'arrive pas, au fond, à avoir une Europe des producteurs, l'Europe, c'est essentiellement un marché pour les consommateurs, du point de vue économique. Il faut que ce soit aussi une Europe des producteurs comme les États-Unis, avec un Buy European, avec une vraie politique industrielle. On voit bien que sur la politique monétaire, aujourd'hui, c'est une Europe monétariste. On a besoin d'une Europe keynésienne. Voilà les sujets qu'il faut mettre sur la table et sur lesquels, à partir desquels il faut réorienter l'Europe. Parce qu'encore une fois, moi je veux bien qu'on dise l'Europe ne marche pas. Je me constate que les pays ne marchent pas non plus. Mais est-ce qu'on pense vraiment chaque pays va s'exonérer des conditions d'une mondialisation extrêmement brutale tout seul? Je ne le crois pas. C'est votre avis aussi, Patrick Le Yarrick? On n'a pas le choix que de travailler à un autre projet, un autre type de construction européenne. Il faut sortir de celle-ci d'une manière ou d'une autre, avec un certain nombre de dispositions nouvelles qu'il faudrait prendre. Je crois par exemple, on ne peut pas laisser ce pouvoir à la Banque centrale européenne qui justement ne répond à aucune orientation politique. Et quand bien même on voudrait avoir une autre orientation politique, elle peut les barrer. Puisque, alors aujourd'hui, la Banque centrale, elle a un effet différent. Au moins, elle a ouvert les vannes. Elle a un effet différent. Mais le problème, c'est que l'argent qui est distribué, qui est fabriqué par la Banque centrale, ne sert pas la production réelle, ne sert pas la transition énergétique, ni la transition environnementale qui serait nécessaire, ne sert pas un grand projet pour les jeunes. Et donc là, on voit bien qu'il y a une modification à faire. Quand Draghi a dit, il y a 15 jours, il a dit, si ça continue comme ça, si les banques ne restituent pas l'argent, ne font pas du crédit pour le développement, moi je vais prêter directement aux PME. Eh bien,
au point où nous en sommes, qu'il le fasse. Oui, Qu'il c'est le ça. fasse. Parce que si ça sert l'emploi, si ça sert des projets, si ça sert le développement territorial, si ça sert à la fois le développement des entreprises numériques et surtout le grand enjeu qu'on ne peut pas, un pays ne peut pas le faire seul. On ne peut pas avoir fait une conférence mondiale sur le climat et dire maintenant, mais non, mais on va tous faire dans son coin et on va faire la transition environnementale. C'est impossible. Pas plus qu'on ne pourra lutter contre les grands fléaux d'aujourd'hui, les fléaux sanitaires, ce qu'il y a autour du dent et autour du terrorisme. Donc, il faut bien repenser tout cela. Il faut même repenser les pouvoirs. Sûrement donner plus de pouvoir au Parlement européen en coopération avec le Parlement national. Par exemple, M. Juncker a dit ce matin qu'il n'allait pas déférer le traité avec le Canada Finalement, si, en fait. dans les parlements nationaux, Oui, parce que sont en train d'en parler, là. il dit donc vous considérez que vous n'êtes pas légitime. Mais ce n'est pas ça le débat, c'est qu'il faut un débat populaire pour qu'on Des deux décide côtés. ensemble du choix qu'on doit faire. Comme il faut un débat populaire sur la Banque centrale, comme j'ai vu la semaine dernière des gens qui ne sont pas de nos opinions, loin de là, qui disent au-delà du fonds de Juncker, il faudrait un fonds d'investissement. Alors, eux, ils disaient pour la défense, parce que dans les réorientations dont parlent certains, Oui, c'est beaucoup la défense sûr, et la protection bien des sûr. frontières. Mais donc, il est donc possible de faire un autre fonds européen qui servirait le développement humain. Il y a là tout de suite des leviers dont on pourrait se servir pour le moins réorienter et au plus commencer à refonder, dépasser le système actuel pour passer à une autre construction européenne, mais associant en permanence les peuples. Mais pour ça, il faut arrêter de les diviser. Il faut faire l'harmonisation sociale par le haut et l'harmonisation fiscale. Sinon, on va être dans la concurrence. D'ailleurs, un des débats qu'il y a après la sortie de l'Angleterre, qui sont portés par les journaux économiques et quelques milieux, c'est qu'on commence à reparler de la concurrence à propos de l'impôt sur la société. C'est le contraire qu'il faut faire. C'est un impôt minimum tout le monde, de telle sorte que tout le monde soit à égalité. Sinon, on va se faire de la concurrence fiscale, on va attirer des capitaux et des entreprises, mais ce sera au détriment de l'emploi. Donc, on va aggraver en tout cas le mécontentement, la protestation contre l'idée européenne. Moi, je ne dis pas contre l'Europe actuelle, contre l'idée européenne, ce qui me préoccupe plus. Oui, Emmanuel Morel, relancer l'Europe de cette manière-là. Ce matin, on a tout de même senti de la part des députés un certain nombre de critiques très vives de la Commission, malgré tout, et du Conseil. Est-ce qu'on en prend le chemin? Est-ce que vous croyez qu'on peut en prendre le chemin? Est-ce que ce qu'on est en train de dire là, ce que vous êtes en train de dessiner comme contour si on ne parle pas de refondation, en tous les cas des axes que vous êtes en train de définir, de ces axes possibles maintenant, est-ce que vous pensez qu'on peut le faire dans les conditions actuelles et dans l'équilibre actuel des forces, j'allais dire, au sein des institutions européennes? Les institutions, c'est une chose. Moi, je ne sens pas beaucoup d'appétence chez la Commission ou au Conseil pour véritablement, alors je ne sais pas, refonder, il faut se méfier. Oui. Mais en tout cas pour changer. Oui, voilà. J'ai envie de dire changer tout. Parce que là, il y a quand même un point commun, alors pas seulement à la gauche, mais y compris à la droite dans ce Parlement. Les gens se rendent bien compte qu'on ne peut pas continuer comme avant. Et on ne peut pas dire, c'est un peu ce que je regrette, moi, même chez Juncker, d'une certaine façon, il passe son temps à dire c'est la commission de la dernière chance. Et quand on lui demande des actes, il dit dorénavant, c'est comme avant. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui ne va pas. Mais je reviens sur ce qui a été dit par mes deux collègues, et qui est très juste. Moi, je pense que la seule façon de relancer l'Europe, d'une certaine façon, c'est de démontrer aux gens qu'elle leur est utile. Et pour ça, il faut leur donner des preuves. Et donc, il faudrait que... Moi, je rêve d'un Parlement européen qui, pendant des semaines, s'interroge sur qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, maintenant, sans parler d'une réforme des traités pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour améliorer la vie des gens? Il y a des choses à faire. Quand Patrick dit l'impôt sur les sociétés, les gens ne peuvent pas comprendre qu'on ait une politique monétaire commune, qu'on ait une politique budgétaire commune, mais que sur ce qui concerne vraiment la vie des gens, c'est-à-dire fiscalité, sociale, là, ça soit la compétition, la concurrence. Les gens ne peuvent pas le comprendre. Donc si on ne leur donne pas à un moment la preuve que, oui, évidemment, pour éviter la concurrence fiscale, il faut un taux d'impôt sur les sociétés minimal, qui concerne ceux qui veulent jouer le jeu sur le social de la même façon. Les gens ne peuvent pas comprendre qu'on ne fasse rien
sur la directive travailleurs détachés, alors qu'on voit bien que ça met en concurrence des travailleurs les uns contre les autres. Faisons quelque chose. On travaille sur le libre-échange, tous les trois, on est membres de la Commission Commerce International. Enfin franchement, quasiment tous les continents se protègent. Les États-Unis se protègent, l'Inde se protège, la Chine se protège. Et nous, l'Union européenne, on est les seuls dont les marchés publics sont ouverts quasiment à 90%, qu'il ne faut rien pour protéger sans industrie. Disons très clairement, on fait un règlement acheter européen, produire européen. C'est-à-dire, on réserve un pourcentage dans tous nos marchés publics à des entreprises européennes. Parce qu'on a des travailleurs, des savoir-faire, des entreprises à préserver. Ça, c'est des trucs concrets. Et si on apporte cette preuve-là aux gens, alors ils ne se détourneront pas du projet européen. Parce que Patrick parlait de l'idée européenne. La vérité, c'est que chez nous, en France, mais c'est le cas en Italie, en Espagne, les gens sont sensibles à ça. Ils pensent que l'unification politique du continent, c'est une belle chose. Que dans cette mondialisation, le fait de se regrouper, ça paraît assez naturel. Mais se regrouper avec un principe de solidarité, de coopération. Si c'est on se regroupe, mais en notre sein, c'est la compétition à tout crin, bien sûr que les gens veulent partir. La réalité, c'est que si on veut redonner l'envie d'Europe, il faut donner des preuves. Or, c'est pas franchement le débat qu'on a là aujourd'hui. Les gens qui se prennent la tête sur les réformes institutionnelles, la vérité, c'est qu'on ferait bien On repart sur des petits débats, des micro-débats qui, effectivement, ne changent pas de ce qui se passait il y a 15 jours. Ça nous intéresse pas, c'est le contenu. Et que les gens disent, voilà, l'Europe, ça sert à quelque chose. Comment vous voyez ça? J'allais dire, quelles initiatives vous allez prendre? Parce que là, on voit bien qu'il y a un certain nombre d'idées qui émergent de tout ce que vous dites. Quelles initiatives réelles, concrètes, puisqu'on est dans ces mots-là, dans cet univers-là, vous allez prendre les uns et les autres, immédiatement, pour faire avancer, pour changer, vous aussi, de votre côté, les choses, puisque vous êtes député? Alors, les initiatives, en tout cas les propositions qu'on porte, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est à la fois des conventions citoyennes qui amènent à une constituante. Alors certes, c'est une affaire institutionnelle quand on parle d'une constitution, mais c'est aussi s'interroger les uns les autres, c'est quoi la souveraineté ? Moi, je suis stupéfait de voir qu'aujourd'hui, c'est tellement facile de dire on va mettre des frontières, la souveraineté nationale. C'est vrai que la souveraineté nationale, l'État-nation, je ne sais pas, c'est 2-3 siècles en France d'habitude. Mais au fond, si on veut lutter contre le dérèglement climatique, les paradis fiscaux, le terrorisme, si on veut qu'il y ait un peu la paix autour de l'Europe et qu'on contribue à la solidarité internationale, si on veut éviter la concurrence entre les uns et les autres, l'endroit de la souveraineté, c'est-à-dire au fond où la délibération démocratique produit une règle qui sert l'intérêt général et permet d'avancer sur les difficultés des uns et des autres ou simplement leur ouvre des espaces pour leurs aspirations, ça c'est la souveraineté. Et que là, je vois ce terrible retour en arrière où au fond on se dit notre imaginaire politique, ce sont les souverainetés nationales. L'Europe, ça ne marche pas, donc on se désinvestit. Non, je crois qu'on a besoin, au fond, regardez même aux États-Unis, Trump et les Républicains, aujourd'hui, ils hurlent sur Washington, ils hurlent sur l'État fédéral, mais personne ne dit qu'ils veulent sortir des États-Unis et qu'ils veulent revenir à des États fédérés indépendants, parce qu'ils savent qu'ensemble, que l'union fait la force, au fond. Donc il faut absolument faire ça. Mais là aussi, moi je dis qu'il faut être beaucoup plus concret, à la fois par nos politiques, on sait sur la santé, sur un certain nombre de services publics, sur l'investissement pour sortir. Alors certes, l'Europe n'a pas de politique sociale, ce n'est pas une compétence européenne. Mais si on investit très largement, on crée de l'emploi et ça fait du social. Ce n'est pas parce que l'Europe aujourd'hui ne peut pas, au fond, n'a pas la compétence d'harmoniser totalement la question sociale, qu'elle ne peut pas très vite, maintenant, agir sur les conditions sociales. Et donc il faut aller vers ça. Et puis surtout, ça a été mentionné, je crois que c'était Patrick et Emmanuel d'ailleurs qui l'ont mentionné, on ne peut pas continuer à avoir des accords de libre-échange qui nous font perdre toujours plus de souveraineté démocratique au moment où, en tout cas, s'il y a un truc qui est évident sur les causes du rejet de la politique en général et de l'Europe dans le cas du Brexit et tout ça, c'est l'impuissance politique. Je veux dire, on ne peut pas construire de l'impuissance politique à travers ces accords de libre-échange. Donc il va falloir que Hollande et Valls, parce que moi j'ai eu la confirmation de la commissaire encore la semaine dernière, commissaire au commerce, quand Valls il dit en France il faut arrêter avec le TAFTA, Hollande, quand il est au sommet européen la semaine dernière, il dit à Juncker tout va bien avec le TAFTA. Donc ce double langage, ce double discours entre les capitales
et Bruxelles, ça ne peut plus fonctionner. On rend les gens dingues avec ça. Donc il va falloir prendre des initiatives, faire... effectivement, ça va être long de redonner le désir d'Europe, Mais il faut commencer un moment. Si 1 million de jeunes peuvent faire Erasmus depuis l'apprentissage jusqu'à la scolarité, les machins, tout ça, et puis encore une fois, on l'a tous dit, il faut que l'Europe, elle soit utile, efficace pour les Européens. Donc ça veut dire qu'est-ce que doit faire l'Europe, sur quoi elle est compétente, sur quoi elle doit agir immédiatement, et dire aussi la vérité sur là où sont les pays qui bloquent, parce qu'il est quand même fort que l'Union européenne, qui est devenue ce que Margaret Thatcher, Tony Blair et David Cameron en voulaient, que ce soit eux qui quittent l'Union européenne, c'est quand même fort de café. Bien sûr. Patrick Lugari, quelles initiatives également est-ce que vous envisagez, sachant que tout de même il y a un choc après ce Brexit, on ne peut pas le nier, quoi. On peut pas faire comme si ça n'avait pas existé. Moi, je crois que la France, qui a une position particulière, parce que c'est le pays qui va être le plus peuplé. C'est le pays, si le Royaume-Uni s'en va, sera le seul membre des pays européens au Conseil de sécurité. Il est dans les fondateurs. Il a une relation particulière, historique, avec l'Allemagne. Elle devrait donc travailler à prendre une initiative politique d'importance. Et moi, je crois que, de même que, par exemple, à la conférence climat, il y a eu la possibilité de réunir les associations, des organisations non gouvernementales, des syndicats, les partis politiques, les élus. Pourquoi ils ne prendraient pas l'initiative, dans un premier temps, d'une conférence citoyenne nationale, mais il faudrait pousser à une conférence citoyenne européenne pour délibérer. Je crois qu'il y a une question fondamentale à l'intérieur de l'Union européenne telle qu'elle existe, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de débats et de délibérations communes entre les citoyens ou les représentants effectifs des citoyens. Je ne mets pas de côté les gouvernements ni les présidents, ce n'est pas ce que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien maintenant créer des conditions d'un débat par le bas. Et l'autre, ça c'est pour une initiative française, il faudrait porter ça sur les fonds baptismaux. Et l'autre chose sur laquelle moi, personnellement, je m'interroge beaucoup, c'est que de toute façon, je suis bien obligé de me rendre à cette évidence, par-delà des rêves que j'ai eus, les travailleurs européens, objectivement, à un moment donné, ils n'ont pas forcément le même intérêt. Je prends un exemple. Quand vous délocalisez une entreprise de France, vous l'emmenez en Roumanie, le travailleur roumain qui n'avait pas de travail, il en trouve un et il est payé peut-être 100 € de mieux, ce qui pour lui est considérable. Donc il y a des différences objectives parce que le système tel qu'il est conçu crée ces différences et cette mise en concurrence. Mais moi, je rêve quand même de créer pour les progressistes et tous les gens qui sont dans les mouvements écologistes et dans l'écologie politique, je rêve de créer un grand forum européen de débat et de construction d'alternatives. Parce que si on était capable de faire ça avec les organisations syndicales, par-delà les difficultés, parce que je sais bien que même, par exemple, à la Confédération européenne des syndicats, ce n'est pas uniforme, il y a des difficultés, il y a des problèmes, il y a des intérêts contradictoires à tel moment. Mais si on créait du débat, si on créait ce débat-là et on construisait en quelque sorte quelque chose qui permettrait de faire mouvement vers le haut, je crois qu'on rentrerait dans une étape nouvelle qui permettrait aux citoyens de prendre mieux leur destin en main et de construire leur Europe précisément, parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit. Et même chose pour vous, Emmanuel Morel, c'est vrai que votre groupe, il y a de ça 3 semaines, avait manifesté clairement le désir de refonder, c'est un mot qu'on n'aime pas les uns les autres, mais en tous les cas de relancer le projet européen sur des bases nouvelles. Comment s'y prendre? Vous voyez aussi, vous parlez de médiation dont on est en train de parler. Je vais vous répondre très clairement, je sais à quel texte vous faites allusion, mais avant même de parler de relance de l'Europe, je propose qu'on parle de l'Europe de la relance. C'est-à-dire que
Yannick Jadot le disait sur l'investissement par exemple. Si vraiment on veut redonner du sens à l'Europe, il faut que ce continent, qui est quand même le plus prospère au monde, lance des grands projets. Il faut que des grands projets un peu emblématiques, qui donnent du sens à ce qu'on est en train de faire. Je pense que c'est la priorité avant même le débat sur les solutions institutionnelles. Constitution, c'est très important et très intéressant. Mais on est dans un contexte d'une telle crise, c'est que ces solutions peuvent apparaître aux gens comme une sorte de fuite en avant. C'est ce que je disais, moi, on avait le débat avec le président Hollande sur le Parlement de la zone euro, plus d'intégration. Le problème d'un saut fédéral dans le contexte d'aujourd'hui, c'est que les gens vont se dire ça c'est encore une fuite en avant parce qu'ils ne veulent pas affronter la réalité de la crise. Donc il faut commencer par le commencement, et le commencement c'est le contenu. En revanche, sur la stratégie à mettre en œuvre, là je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Patrick, et d'ailleurs on a eu un débat au siège du Parti communiste français il y a quelques jours avec Pierre Laurent qui faisait allusion à ça au nom de la gauche européenne. Moi je suis à fond pour qu'on arrive à mettre en place un forum des progressistes européens où il y aurait évidemment des Verts, ceux qui se retrouvent dans la gauche unitaire européenne, des sociodémocrates, la majorité, parce que la majorité des sociodémocrates en Europe ont quand même envie que ça avance dans un sens progressiste, ça donnerait une force considérable. Et si on pouvait faire jonction à un moment avec les syndicats, avec les forces sociales, mais aussi les ONG, mais aussi les associations, ce qu'on fait dans notre travail quotidien de député, parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que quand on se bat par exemple sur un traité de libre-échange, on le fait avec des alliés. Et les alliés, c'est les mobilisations citoyennes, mais c'est aussi les luttes associatives, mais c'est aussi les syndicats de salariés qui sont en lutte, Donc ça, c'est très important, cette jonction des forces politiques, des forces sociales, des forces associatives, pour faire bouger les choses. On manque de ça. De ce point de vue-là, tu as raison, il n'y a pas, c'est toujours été le problème de toute façon pour le mouvement progressiste. Il y a une internationale du capital, il n'y a pas spontanément une internationale du travail. Mais on peut quand même essayer de contribuer à la mettre en œuvre, et ça c'est l'enjeu. En même temps, il y a des expériences en Europe. On a effectivement la Grèce, malgré tout, on a l'Espagne, on a le Portugal, on en parlait tout à l'heure, on a aussi ce qui se passe en Écosse, qui est un exemple tout à fait remarquable dans la conjoncture actuelle, ou ce qui peut se passer également en Irlande du Nord. On n'est pas sans exemple de ce que vous êtes en train de décrire là, à l'heure actuelle en Europe. On a des bases pour pouvoir... Il y a des points d'appui. Les points d'appui, c'est incontestable. Ce qu'il faut, c'est de la volonté politique. Peut-être qu'il ne faut pas... moi, je suis comme Patrick, je pense que la France devrait prendre une vraie initiative. Mais si elle ne le fait pas, de toute façon, plutôt que de compter sur les chefs d'État et de gouvernement qui nous ont quand même beaucoup déçus dans les derniers mois, c'est qu'on se prenne en main nous-mêmes de cette façon. Moi, j'avais dit en blaguant lors d'une réunion de groupe, je rêverais d'un serment du jeu de paume du Parlement européen. Le serment du jeu de paume, c'est très français comme référence, mais qu'à un moment, le Parlement européen... Ça va plaire à Jean-Luc Mélenchon, ça. Pourquoi pas ? De toute façon, si Jean-Luc a aussi vocation à être dans ce combat progressiste européen, mais à un moment qu'on dise, écoutez, ça déconne, c'est la crise, ça avance pas, et en même temps, il y a des peuples qui souffrent partout, donc prenons-nous en main. Ça, c'est possible, mais évidemment, il faut le vouloir. Voilà, je vous remercie tous les trois d'avoir passé ce moment sur des questions qui sont loin d'être fermées, bien entendu. Merci à vous qui nous avez suivis. Et puis ne manquez pas les 2 autres débats autour du Brexit sur le site de l'humanité.fr et l'interview de Aline Smith que nous avons rencontrée également et qui nous donne, on en parlait il y a quelques secondes, également son point de vue très particulier sur la situation que connaît à l'heure actuelle l'Écosse après ce Brexit. Merci à vous, au revoir.